Professeur Malik Diagne, ils ont constitué, comme je l'ai dit lors de mes propos à l'ouverture, les chevilles ouvrières de l'organisation, aussi bien au plan scientifique qu'au plan organisationnel. Félicitations et merci, professeur, tous les deux. Évidemment, les débats ont été tellement riches, les sujets abordés tellement variés, qu'il est même difficile d'en saisir la portée d'emblée. Ce que je peux simplement retenir, c'est que nous avons appréhendé un concept extrêmement riche et en le plaçant d'abord dans les différents blocs du temps, comme vous l'avez constaté dans le programme. Quand je parle de bloc de temps, je parle du passé, du présent et du futur. Donc l'histoire, les faits présents et la prospective. Mais aussi dans ces dimensions géographiques, ce qui nous a permis de faire une lecture par pays de chacun entend par laïcité des expériences pratiques, mais également des visions en fonction des réalités de chaque pays. Ça aussi, c'est très important. Nous avons également identifié les protagonistes qui entourent ce sujet. Les entités institutionnelles telles que l'État, les institutions religieuses et le bloc que constituent les sociétés très variées, les fidèles, les croyants, les non-croyants. Tout est dans le vocable de société. Nous avons essayé de tout appréhender. Donc c'est un contenu polysémique, un sujet qui a un contenu polysémique et qui est entouré de diverses controverses reliées à l'histoire de chacun, aux visions, aux conceptions, aux aspirations de chaque pays. Nous avons également saisi dans ces dimensions historiques les soubassements qui sont teintés de violence, quelle que soit la tranche du vecteur de l'histoire considérée, ainsi que ces dimensions philosophiques, parce que la philosophie remet en cause, pense, propose des solutions. Donc, comme c'est un sujet qui a traversé l'histoire, qui a contenu beaucoup de controverses, de violences, des guerres, des assassinats, on a tout vu autour du concept de laïcité. Mais les philosophes nous ramènent à la raison. Et les juristes légifèrent pour que tout entre dans l'ordre. Dans cette vision philosophique, j'avais, comme le professeur Aloïse Raymond Ndiaye l'a bien indiqué, moi, ce qui m'a retenu par rapport à ça, c'est que, comme les sciences sociales, par leur pensée et leur doctrine, font avancer les sociétés. Et l'une des phases les plus remarquables de l'histoire, c'est le siècle des Lumières, où les philosophes du XVIIIe siècle ont essayé de ramener les hommes à la raison, relativement à la laïcité et à tout ce qui l'entoure comme controverse. C'est ainsi que, comme on peut le constater, la laïcité est au cœur des doctrines élaborées par ces philosophes du XVIIIe siècle. La séparation de l'Église et de l'État, la suppression de la royauté de droit divin. Et ces idéaux, on les rencontre dans les documents qui régissent le monde au niveau des Nations Unies. Je cite la Déclaration universelle des droits de l'homme, où tous ces idéaux sont récapitulés. Mais également, dans les démocraties modernes, les constitutions
ont tous inscrit le terme de laïcité, en tout cas principalement les démocraties modernes. Et donc c'est un sujet qui, même si parfois ne rentre pas dans les réalités des pays et des sociétés, est quand même un sujet important, un concept important. Bien sûr, les controverses, surtout les divergences de vues, de façon d'être, de volonté d'être, d'aspiration, du colon, le colonialisme dans nos pays, c'est souvent eux qui nous ont apporté ce sujet, et également les réalités culturelles. Donc, en conclusion, avant ça d'ailleurs, la prospective, comme on l'a vu ce matin, qui indique les variables qu'il faudrait prendre en considération, notamment les paramètres qui déterminent le futur, le religieux lui-même, sa posture par rapport à l'évolution du temps, mais également la réalité même des sociétés. Hein, on a parlé du code de la famille qui régit la société sénégalaise. Et quand on régit la famille, on touche nécessairement aux valeurs que chacun voudrait voir évoluer, n'est-ce pas, aux conceptions de la vie, à la vision du monde. Donc, dans un pays où il y a plusieurs confessions, ça ne doit pas être très facile. Donc, une relecture des textes qui nous régissent, qui régissent la famille, une relecture peut-être de notre Constitution par rapport à ce grand sujet qui est la laïcité. Alors, donc, l'éducation, la politique, l'exercice du pouvoir, le religieux, et au centre de tout ça, l'État et les sociétés aussi. Donc, réellement, on a fait un colloque qui a essayé de mettre en évidence un sujet très riche, polysémique, comme je l'ai dit, encastré dans le passé, qui subit les magmas du présent, mais aussi qu'on peut projeter dans le futur. En vérité, donc en conclusion, ce qu'il faudrait retenir dans tout cela, et qui émane des débats, à mon avis, c'est la nécessité de tenir compte des réalités socioculturelles, sociopolitiques de chaque pays. Voilà peut-être ce que je voulais dire comme élément de propos. Je commencerai d'abord par, je pense que c'est la première fois que je prends la parole depuis le début du colloque. C'est l'occasion pour moi de remercier très sincèrement les initiateurs de cette rencontre pour laquelle nous avons eu à travailler sur 3 ans pour le mettre en place. Donc l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, mais à travers certains de ses membres, le professeur Abdelkader Boy et le professeur Aloyse Raymond Ndiaye, qui dès le départ nous ont associés et nous ont laissé libre cours pour la conceptualisation, la mise en place de l'argumentaire, mais également l'organisation globale, toujours sous la supervision de Madame Rokhaya Sène, présidente de section. Donc ce fut personnellement une aventure énorme en termes d'expérience, en termes de management de ce genre de projet, même si on a eu à le faire par le futur. C'est toujours l'avantage d'être sous l'ombre des baobabs qu'ils sont. Et ça nous a personnellement, en tout cas, beaucoup enrichi, le professeur Salam et moi. Ce qui fait que, professeur Boy, professeur Ndiaye, merci d'avoir été là depuis le début et de nous avoir gratifié de cette expérience. Je remercie également monsieur le Président de l'Académie et le professeur Sog, le secrétaire perpétuel,
qui sont là, qui est là depuis le début, à lever des chaises avec nous, à faire le travail de logistique, ce qui est quand même une bonne leçon pour nous, mais également surtout pour nos étudiants. Je vais terminer les remerciements avec les étudiants qui sont là. C'est important. En tout cas, moi, ce que je retiens plus dans ce colloque-là, c'est ce pont qui s'est établi entre ces professeurs de renommée mondiale, à l'instar du professeur Ibrahima Fall, et nos jeunes étudiants qui sont là. La plupart d'entre vous, c'est la première fois qu'ils vous rencontrent. Et c'est l'une des vocations de l'université, justement, à travers ce genre de rencontres, de susciter des vocations. J'espère que ça a été une belle expérience et enrichissante expérience pour vous. Ils ont été très courtois, au point que parmi nos invités, quelqu'un m'a demandé est-ce qu'on leur a donné la consigne de laisser passer les aînés manger avant de faire la queue derrière. Je leur ai dit non, c'est juste une coutume de chez nous qu'ils ont bien appliquée. Et c'est un exemple effectivement d'originalité qui est propre à l'Afrique. Je tenais vraiment à vous remercier et à vous féliciter par rapport à ça. Donc pour revenir au rapport proprement dit, nous avons essayé de synthétiser sur 5 pages maximum, parce que c'est cet objectif qu'on s'était donné, de ne pas dépasser 5 pages pour synthétiser les discussions, mais également les communications. Donc forcément, nous aurons laissé de côté des aspects essentiels, peut-être pour certains, importants pour d'autres, pour mettre en place ce rapport général. Donc je m'en vais vous lire le rapport. En choisissant de réfléchir sur un sujet toujours d'actualité, la laïcité, à travers le thème « Repenser la laïcité », le colloque de Dakar du 15 au 17 novembre 2022, co-organisé par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, le département de philosophie de l'ICAD et l'ARTES de l'IFAN, s'est inscrit tout au long des communications et des discussions dans une dynamique d'ouverture qui ne relègue plus la religion dans la seule sphère privée, pour ne pas dire domestique. Ainsi, le caractère consubstantiel de la religion aux sociétés humaines est mis en exergue. À travers les élucidations conceptuelles, les exposés sur les expériences et les pratiques de laïcité dans l'espace et dans le temps, il ressort clairement que la laïcité ne peut plus être considérée comme une exclusion de la religion, je dirais même une simple exclusion de la religion, de la sphère politique, voire de la construction du vivre ensemble. Au contraire, ce qui apparaît des communications et des échanges, c'est que la religion, en tant que fait de société de premier ordre, est bien du domaine public. Fort de ce constat, on peut dire que la laïcité doit être considérée comme un régime social de libre cohabitation entre les groupes socioculturels, où l'équidistance de l'État vis-à-vis des communautés religieuses et confessionnelles est retenue comme principe directeur. Donc ça, c'est le propos introductif du rapport, à partir des éléments que nous avons recueillis. Et le rapport est établi en 2 grands points. Dans un premier temps, nous faisons l'état des lieux. Et dans cet état des lieux, il y a l'état des lieux du principe, mais également des expériences et des expériences. Et dans un deuxième temps, les recommandations, où nous nous sommes davantage focalisés sur ces recommandations-là. Le grand 1, état des lieux. Petit 1, un principe entre concepts et notions. Pour le concept de laïcité, il y a des thèses et des problématiques qui ont été toujours soulevées par les philosophes, les intellectuels, les juristes, les religieux, les universitaires, à propos de ce principe, dont la définition comme le contenu et ses implications sont assez élastiques au vu de l'origine, des trajectoires et des applications du principe, mais surtout des histoires particulières des sociétés concernées. Si l'on prend le cas de l'Afrique, par exemple, on peut retrouver des pratiques intelligentes et efficaces d'aménagement des rapports entre le religieux et le politique très tôt dans les sociétés,
à l'image de la charte de Kourkan-Fouga de l'Empire du Mandé au XIIe siècle. Pour le cas spécifique du Sénégal, il y a une expérience originale qui repose sur un certain nombre de piliers qui ne s'inscrivent pas dans une séparation radicale du religieux et du politique. Le principe de laïcité au Sénégal s'appuie sur l'obligation de l'État de ne pas intervenir dans les convictions de chacun et l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur religion. Au total, la laïcité doit être repensée en prenant en compte les réalités socioculturelles des différents pays qui l'ont adoptée comme principe majeur dans la gouvernance de leur société. Dans le deuxième point, petit 2, sur les expériences et les pratiques, nous avons constaté que dans les pratiques, même s'il est indéniable que le cas de l'expérience française constitue un référent majeur en matière de laïcité, il ressort des exposés sur les différents pays en Afrique et dans le monde, des variations dans l'appréciation du principe qui n'est pas toujours synonyme d'exclusion du religieux de l'espace public, encore moins du jeu politique. La pratique de la laïcité dans le monde est diverse et complexe. Les expériences ont montré que les religions sont non seulement ancrées dans les mœurs et les imaginaires collectifs, mais aussi elles sont porteuses de valeurs indispensables pour le vivre ensemble et la démocratie. Pour le cas du Sénégal, la pratique de la laïcité montre une collaboration et un appui de l'État aux communautés religieuses. Et ce n'est pas une spécificité du Sénégal, on le retrouve dans la quasi-totalité des pays africains. Ce qui nous amène au deuxième grand point, les recommandations. Dans les recommandations, nous avons 3 sous-points. Un petit 1 pour appropriation et réappropriation des principes. Un deuxième point, l'institutionnalisation justement du fait religieux, en tout cas du pouvoir religieux, nous y reviendrons. Et en dernier, spécifiquement pour le Sénégal, pour l'appropriation et la réappropriation du principe, nous avons retenu que le principe de laïcité a vocation à être adapté aux réalités socioculturelles de chaque pays. Ce qui nous amène à faire ces recommandations. Éviter l'instrumentalisation du concept en le libérant des carcans idéologiques. Et pour cela, il s'agit à travers un travail de conscientisation citoyenne de décharger le principe de laïcité de son poids idéologique et conflictuel. De redonner plus d'intelligibilité et d'opérationnalité au principe de laïcité. De rendre inclusif le principe de laïcité et de pérenniser le débat sur celle-ci pour une stratégie englobante, inclusive et collaborative. De circonscrire la notion dans une approche prospective qui prend en compte les réalités socioculturelles de chaque pays, mais aussi les défis globaux liés à la paix et à l'écologie. De faire en sorte que la neutralité de l'État ne soit plus un désengagement ou un effacement face aux communautés religieuses. Et enfin, de prendre toujours en compte en Afrique les cultures, les spécificités socio-culturelles. Pour le petit 2, sur l'institutionnalisation, il s'agit de rendre plus transparente le cadre d'interaction entre les sphères entre les deux sphères politiques et religieuses à travers une institutionnalisation. De s'accorder sur les fonctions des chefs religieux et les codifier dans les différents systèmes nationaux. De prendre en compte les droits culturels dans une perspective englobante qui pourrait favoriser l'interculturalité où chaque citoyen et toutes les communautés pourraient trouver leur place. De reconnaître l'utilité publique des organisations religieuses, les États n'ont pas intérêt à minorer la place et le poids des communautés religieuses dans la construction du vivre ensemble. De réfléchir sur la gouvernance de la religion à travers un observatoire inclusif des communautés religieuses dans les politiques publiques. Faire des aménagements plus opérants pour apporter des réponses
constitutionnels qui pourront anticiper sur les défis nouveaux liés à la paix, à l'équité, au développement économique et à l'écologie. Imaginez une laïcité qui construit les relations de demain et qui repose sur des principes inclusifs, clairs, qui permettent la neutralité de l'État et l'épanouissement de toutes les croyances religieuses. De procéder à des évaluations périodiques des rapports entre les pouvoirs religieux et politiques. Et le troisième et dernier point, spécifiquement pour le Sénégal, de reconnaître la dimension structurante de la religion dans le vivre ensemble sénégalais. Le moins que l'on puisse dire est que la religion est structurante dans la nation sénégalaise. De mettre en place un statut du chef religieux. Ici, nous avons cité le propos du professeur Timera, où il dit que les politiques, au Sénégal, les politiques gouvernent, les religieux bénissent. Nous avons ajouté et réconcilient. D'institutionnaliser le rôle médiateur des grands dignitaires, guides et notabilités religieux, de mettre en place un organe fêtier sous la forme d'un Conseil national des affaires religieuses, comprenant les représentants des deux principales religions, l'islam et le christianisme, ceux des religions traditionnelles et des chefferies coutumières, avec des missions précises comme soutenir l'État dans les domaines de l'éducation, du développement, de la santé, du maintien de la stabilité sociale et politique du pays. De renforcer le rôle des organisations religieuses dans l'éducation et la formation en organisant, réglementant et finançant l'enseignement religieux. Voilà, de façon synthétique, ce que nous avons retenu, sachant que nous avons laissé peut-être beaucoup d'éléments que la discussion nous aiderait peut-être à renforcer dans le cadre de la rédaction finale de ce rapport. Je vous remercie de votre attention. De clôture. Merci. Merci, Abdou Salam. Chers collègues et chers amis, assalamu alaikum. Et bonsoir et bon après-midi à tous. On arrive au terme de cette conversation que nous avons eue au cours des 3 dernières journées autour du concept de la laïcité, en examinant en particulier ses principes fondamentaux, ses principes fondateurs et surtout sa signification et son application ou applicabilité dans des contextes variés façonnés par l'histoire et la culture. Le premier constat que je tire de ces 3 jours est que cette conversation doit non seulement continuer, mais elle doit s'amplifier et impliquer d'autres acteurs concernés qui ne sont pas présents. Il y a à l'évidence une soif à approfondir les discussions autour des nombreuses interrogations qui ont surgi sur les fondements de la laïcité telle qu'elle est comprise et appliquée dans nos pays et la nécessité de la repenser à la lumière de nos réalités et des attentes de nos sociétés. Je crois qu'on a réussi dans cette première tentative à travers vos contributions de qualité, des débats ouverts et francs, dans une ambiance de courtoisie et de convivialité, le pari de la clarification de ce qui nous est commun, mais également de ce qui nous est spécifique et de nos différences. Le second constat que je tire est l'intérêt sans limite que suscite la thématique, qui traverse toutes les générations,
interpelle des acteurs d'horizons divers qui s'expérimentent et s'appliquent de façon très diverse. Je suis sûr que, comme l'a rappelé tout à l'heure le rapporteur, que beaucoup de nos jeunes participants ont eu le bonheur de rencontrer et d'interagir avec les professeurs de leurs professeurs. Le troisième constat est mon plaisir renouvelé de constater qu'on dispose d'un réservoir de talents et de compétences de très haute facture dans ce pays. Surtout parmi la jeune frange. C'est un gage et une source d'espoir pour nous. Le dernier constat, et le quatrième et dernier constat, est de constater que notre institution, notre académie, est restée fidèle à sa tradition et à sa capacité à s'autosaisir de thématiques d'intérêt majeur, souvent sensibles et porteurs de controverses, et de créer un espace de réflexion et de dialogue en vue de l'élaboration de nouveaux paradigmes de développement propres à nos réalités. Mais je voudrais revenir au propos principal de cette dernière session, qui est de vous exprimer à tous notre gratitude et nos remerciements pour avoir répondu à notre invitation. Merci. En fidélité à nos coutumes, je voudrais tout d'abord reconnaître, saluer et remercier les hautes personnalités qui nous ont fait l'honneur de participer avec constance à cet événement. Je voudrais en particulier distinguer les ministres Abdoulaye Elimane Kane et le ministre Ibrahim Fall, qui nous a malheureusement quittés il n'y a pas longtemps. Également distinguer nos doyens, M. Alioune Ndiaye, qui est le président de la Société des Amis de notre académie, le recteur Kader Boy et le professeur Aloïs Ndiaye, que vous avez entendu dans un débat permanent entre cousins. Il est vice-recteur. Ah, il est vice-recteur en plus, donc ça ramène le niveau de... Je voudrais également saluer nos différents imams et autorités religieuses, je m'excuse, dont le président de la dernière session technique, Cheikh Tidiane Sy Al Amine, pour leur présence et leur contribution. Merci. Un kudo spécial, très spécial, va aux différents panélistes, modérateurs et participants qui ont contribué à l'enrichissement de nos débats. Je voudrais tout particulièrement remercier nos collègues et amis qui ont fait le long déplacement pour venir communier avec nous ici au Sénégal. Vos présences et vos contributions ont été très hautement appréciées. Merci. On espère que les liens que vous avez tissés au cours de cet atelier vont se consolider et se traduire en termes opérationnels autour de projets de collaboration dans un futur proche. Nous l'espérons. Je voudrais remercier tout particulièrement et saluer et féliciter chaleureusement les initiateurs et les artisans de cette manifestation.
Comme rappelé par le professeur Malik Diagne, sa gestation a été longue, mais les fruits cueillis ont été à la hauteur des attentes. Merci aux initiateurs de la première heure, Kader et Aloïse. Merci à ceux qui ont pris le relais. Tout d'abord, merci à notre principal partenaire dans cette aventure, qui est l'université Cheikh Anta Diop, à travers sa faculté des sciences, des lettres, des sciences humaines, et surtout son département de philosophie. Et de la lettres, bien sûr. Le professeur Malik Diagne et son équipe ont été des compagnons d'exception. Merci, merci, merci. De notre côté, à l'évidence, la palme revient au professeur Abdou Salam Fall, qui, malgré ses nombreuses casquettes, et avec le soutien de la présidente de la section des sciences sociales et humaines, a réussi à vivifier, à revivifier et conduire de main de maître cet atelier. Je voudrais remercier tous nos collègues académiciens qui ont participé à cet atelier. Je voudrais remercier en particulier tout spécialement tous les étudiants, les nouveaux docteurs, les anciens docteurs, les futurs docteurs. Merci pour votre présence et vos contributions. J'espère que vous avez retenu quelque chose d'utile pendant ces 3 jours. Je voudrais aussi également remercier aux multiples le professeur Omar Seck, le secrétaire perpétuel de notre académie, et toute l'équipe du secrétariat, qui ont travaillé d'arrache-pied pour l'organisation de cet atelier. Vous devez savoir qu'au cours de ce mois passé, grâce à leur travail, ils ont organisé 3 ateliers de la même nature. Ce qui est à saluer parce que c'est une performance exceptionnelle en ce qui concerne l'académie. En conclusion, je voudrais rassurer, en particulier M. Cheikh Gueye qui n'est pas là, mais je suis sûr que le message va lui être transmis. Je voudrais rassurer tout le monde que nous sommes dans une posture de proactivité et que les recommandations qui sont sorties de cet atelier vont être portées bien sûr à la connaissance de qui de droit, vont être partagées très largement avec tous les participants de cet atelier et au-delà. Nous voudrons vous rassurer que nous continuons à suivre la mise en œuvre de ces conclusions et des recommandations pour qu'on puisse alimenter la réflexion et l'action au niveau de l'État et au niveau des autres acteurs qui sont impliqués.
Nous ne sommes pas dans une posture où on fait une manifestation de cette nature, on publie des résultats et on se dit au revoir. On va continuer. Comme je le disais en liminaire, cette conversation, c'est juste une première étape. On va continuer sur la lancée et amplifier l'action. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Je souhaite un bon retour pour ceux qui voyagent. Et je voudrais en particulier inviter Madame Caroline Soro à revenir au Sénégal, comme c'est la toute première fois que vous êtes venu, pour vous montrer que nous avons notre Yopougon. Aussi, on a notre Riviera, tout à fait. Merci et à bientôt.